This isn't working out for me anymore. It's not you, it's me. C'est qui ce connard? J'ai laissé un petit mot et je me suis cassée, je voulais pas lui dire bonjour, au revoir quoi. On les adore. Bisous, bisous. Salut les copines, salut les copains, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi. Aujourd'hui, je reçois la flamboyante Claude Emmanuel, mannequin, actrice, musicienne, tout. Elle touche à tout. Alors, Claude Emmanuel, c'est une femme trans, mais ça ne va pas être le sujet de ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de ses expériences en tant que femme avec l'amour, la sexualité, le célibat. Alors, jusqu'ici, tu es célibataire depuis combien de temps ? Depuis janvier 2023. Est-ce que tu le vivais bien ? Je rectifie. Je pensais que j'étais en couple jusqu'en janvier 2023. Voilà. Alors attends, explique-nous ça, parce que là, trop de mystère. Dans le sens où j'étais en couple avec... Enfin, moi, personnellement, je connais. Pas la personne, je pense. Enfin si, au début, elle était très engagée, et puis elle a fini par se dédouaner. Et elle a fini par ghoster, elle a fini par... Sauf que moi, je suis scorpion, ascendant scorpion. Tu me ghostes, je viens abattre la tonnerre de Dieu. Vraiment, l'enfer vient sur toi pour que les réponses sortent de ta bouche et que je puisse enfin passer à autre chose. Et donc, du coup, en janvier, ça s'est très, très mal terminé. Ouais. Et à partir de ce moment-là, moi, j'étais en mode genre, d'accord, c'est un peu le vide et tout, en essayant de dater. Et en même temps, tu sais, c'est cette phase où t'as pas vraiment envie de dater. T'as pas du tout envie de cette phase un peu war phase ou hoe phase. T'as pas envie de hook up parce que t'es très faible, très fatigué. Ah, c'est exactement mon état actuel. J'ai envie de ken, mais j'ai pas le courage de trouver qui que ce soit et de prendre le temps de discuter avec quelqu'un que je ne connais pas. Alors que je peux vous le dire, j'ai vraiment envie de baiser là. Oui, et c'est ça le problème, c'est parce qu'en fait, là, si tu as envie de baiser, il va falloir un peu te cracher dessus. Il va falloir être un peu BDSM, je pense. Attends, que quelqu'un me crache dessus ? Non, que toi-même, tu te craches dessus. Attends. Voilà. Alors là, on n'est plus C'est une image de... On va dire que c'est plutôt une image genre métaphorique, dans le sens où... les règles que tu vas mettre en place avec, du coup, c'est vraiment un compromis, un compromis entre la classe homme et la classe femme, de pouvoir trouver un terrain d'entente juste pour pouvoir baiser. Et dans ce cadre-là, malheureusement, quand on est une personne de corporalité femme, avec un cerveau qui a été quand même nourri ces dernières années depuis MeToo, avec des notions qui sont féministes et qui, moi je vais quand même le rajouter, qu'on maîtrise pas forcément, parce qu'on a avant tout une expérience individuelle de ces rapports hommes-femmes qui sont pas en fait généralisants, qu'on le prend que d'une façon individuelle. C'est difficile en fait finalement de ne pas associer, de pas généraliser sur les corporalités masculines. Et je viens pas dire not all men, parce que bien sûr qu'il y a une prise de risque, mais en fait dans ces violences-là, les violences finalement elles se construisent dans les deux sides, autant dans la misandrie que dans la misogynie, même si la misogynie, bien sûr, t'as plus de chances de te faire tuer. Je sens que Claude Emmanuel s'éloigne de plus en plus pour ne pas parler d'elle. Ah bon ? Ah bon ? Non, si, on va dire que ce truc de dating... Alors déjà, j'ai eu beaucoup de chance, et là, on va retourner sur ce terme un petit peu. Donc, dans ma transitude, dans ce qu'on appelle généralement la transidentité, l'acquisition de ma féminité, elle n'a jamais été donnée. C'est quelque chose que tu acquiers, et quand je dis acquérir, c'est qu'on ne te la donne pas, c'est que tu te bats pour l'obtenir. Et dans ce cadre-là, j'ai quand même eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que la première personne sur qui je suis tombée, un mec cis, hétéro, blanc, il m'a pris pour ce que j'étais, et en fait, moi, je me suis imaginé beaucoup de choses. Mais je me suis imaginé beaucoup de choses, d'une, parce que j'étais pas sensibilisée à un vécu de femme, c'est-à-dire que avant de commencer ma transition, il y avait quand même une profonde misogynie, un profond sexisme de me définir dans le groupe femme, en sachant que je voyais très bien que les privilèges, ils étaient pas géniaux. C'est pas sympathique d'être une femme, tout court. Et donc, du coup, quand j'ai commencé, du coup, ma transition et que ce mec est rentré dans ma vie, il l'a pas cherché.
Genre, il a accepté la chose. Et en fait, c'est ça qui a tout de suite détendu les relations. C'est que je me suis pas sentie fétichisée, je me suis pas sentie objectifiée. C'est une question peut-être un peu con que je vais poser et que je pense qu'il va en tout cas se poser chez les auditrices et les auditeurs aussi. Quand tu te présentes à un homme, est-ce qu'il y a une obligation de dire, bah voilà, je me présente en tant que... De toute façon, bon, quand on te suit sur les réseaux, hein, on le sait, tu ne te caches absolument pas. Mais si tu rencontres par exemple un homme qui ne te connaît pas dans le cadre des réseaux, tu lui dis que tu es femme trans ? Ça ne concerne que moi, dans le sens où, étant donné qu'il y a certains aspects parce que en fait, je me positionne pas dans ma réalité à moi, qui est le fait que je suis une femme trans et que je vis l'expérience d'une femme trans qui est quand même affiliée à notre système et à notre société. On peut pas différencier l'individu de la société. L'individu, même s'il est jarreté de la société, il est quand même prenant. Il y a des normes, il y a des constructions sociales et compagnie. Donc, quand je vais me présenter à quelqu'un, ou par exemple que je suis sur un appli de dating, moi, je signale toujours que je suis une personne en parcours de transition. Ce que ça veut dire qu'au moment où j'estimerai avoir atteint un but de sérénité qui ne concerne que moi, ça ne veut pas dire que c'est généralisant pour les autres personnes trans, puisque c'est que moi qui fais l'expérience. Bien sûr. Je ne le dirai plus, parce que j'estimerai que à ce moment-là, j'ai atteint un certain niveau de corporalité qui me convient pour ne plus avoir à le justifier ou à le dire. Voilà. Bien sûr. Donc, pour moi... c'est aussi, quelque part, se protéger. C'est-à-dire que, par exemple, on a eu une phase où il y a eu une espèce d'acceptation de ces questions de transidentité, sauf que là, on rentre dans une période où on est en plein dans des génocides, on est en plein dans des luttes religieuses, mais aussi des luttes anticoloniales, et que du coup, en fait, la seule target qui reste, c'est les LGBT. Donc, les LGBT, c'est un peu le bouclier. Et dans toutes les luttes, on se rend compte que les LGBT, les queers et les trans, ça a toujours été la chair à canon de la première ligne des luttes. C'est toujours LE qu'on met en première ligne pour pouvoir recevoir les coups. Et après, c'est tout le temps les personnes déjà bien majoritaires qui sont qui n'ont pas en fait l'aspect, le vécu d'une vie minorisée, qui vont avoir les avantages de la lutte en fait. Et tout le temps, ces personnes minorisées-là, les queers, les trans et les LGBT, elles se retrouvent tout le temps en bas du panier. Voilà. Elles sont jamais soutenues par les familles, elles sont toujours déclassées de leur identité ou de leur sexualité jusqu'à perdre ce statut d'humanité. Elles sont pas reconnues par les straight. Il y a tout le temps de la queerphobie ou de la transphobie institutionnelle. C'est très difficile de pouvoir avoir une existence et avoir des possibilités de vie dans une société où ton statut d'être humain, il est régi par des lois qui sont liberticides. Du coup, c'est très compliqué. Et donc, aujourd'hui, parler de ces questions-là, c'est quand même perçu comme un caprice, parce que ça semble pas être une priorité, tu vois. Donc, du coup, je trouve qu'il y a quand même une certaine sécurité à signaler, déjà dans les écrans, sur les applications de rencontre, que tu es une personne trans. Ça permet en fait de très vite filtrer. Et même quand tu préviens que tu es une personne trans, ils lisent pas. Quand on a un rapport avec, quand on est dans l'hétérosexualité et qu'on est souvent affilié à des hommes, je ne dis pas bien sûr tous les hommes, not all men, c'est pas une question de ça ou quoi que ce soit, mais on va dire que la plus grande partie d'entre eux ne prennent pas le temps. Et moi, j'avoue qu'ils se fixent beaucoup sur les images jusqu'à ensuite commencer à discuter et se rendre compte qu'en fait, je suis une personne trans et que c'était marqué. J'ai une copine trans qui, elle, dans son profil Tinder, marque bien qu'elle est une femme trans. Elle ne le cache pas. Et elle a eu un rendez-vous, c'est ce qu'elle me racontait, elle a eu un rendez-vous avec un homme chez qui elle est allée directement. Parce que c'était, je crois, son premier date, elle n'avait jamais fait de date Tinder, elle savait pas trop comment ça fonctionnait, donc elle est allée directement chez cet homme, qui était un homme cis. Ils ont commencé à se caresser. Et il a senti quelque chose qui ne fitait pas avec ce qu'il avait imaginé. Et donc ça a été un problème ? Il s'est énervé en disant pourquoi tu m'as menti, pourquoi tu me l'as pas dit. Et elle était là genre, c'est marqué littéralement dans ma bio que je suis une femme trans. Genre, ok, on n'a pas parlé de ce qu'il y avait entre mes jambes, mais
Alors, C'était une possibilité. attention en faisant un truc, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on signale qu'on est dans une transitude que ce qu'il y a entre nos jambes est signalable ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est évident que quand même, quand une meuf trans, elle va sur une application et qu'elle recherche de l'hétérosexualité, si elle signale qu'elle est trans, c'est qu'effectivement, elle est soit pré-op, soit elle est pas, Oui. elle a pas envie d'être op. Voilà. Toi, il y a un truc dans les vocaux, parce que donc comme toujours, moi je demande toujours des vocaux, etc. Et attention, ça va être dur pour toi, on va commencer à rentrer dans l'intime. Ok. On va parler de toi pour vrai. Dans tes vocaux, et je rebondis directement là-dessus parce que tu me parles de ce que c'est être une meuf trans dans la société, et donc forcément ça a de l'impact. T'es née dans le corps, dans le genre d'un homme, t'as eu une éducation genrée masculine, t'arrives en ayant la force de dire mais non, en fait je suis une femme et vas-y, il en faut du courage pour faire la transition et pour balayer tout ce qui va avec le fait d'être un homme. Et toi, dans tes vocaux, tout de suite, tu m'as dit, j'ai une problématique par rapport à la peur de l'abandon. Et finalement, dans tes vocaux, j'ai compris que tu étais peut-être un poil plus fragile et plus sensible que ce que tu laisses paraître derrière ce personnage, parce que Claude Emmanuel est un personnage, hein, on ne peut pas le nier. Et il va falloir se livrer là-dessus. Alors, est-ce que c'est une forme de performativité ? Je pense que toute personne qui se respecte, le seul endroit où je pense qu'on peut vraiment saisir l'essence de quelqu'un, c'est quand elle est seule chez soi. On n'a besoin d'aucun artifice. Tu peux rester toute la journée en pyjama chez toi. Il y a personne... Tant que tu n'ouvres pas de médias ou quoi que ce soit, en fait, la vie, ça va. Ouais. C'est une fois que tu fermes la porte de chez toi, que tu te retrouves confronté à l'aspect public de la société, que là, en fait, tu as toutes les oppressions qui te tombent dessus. Et c'est valable pour d'autres strates. C'est valable pour le fait d'être dans une situation de racisme, d'être dans une situation de validisme ou ainsi de suite. Et en fait, je pense que tout le monde s'arme quand ils sortent de chez eux. Bien sûr. Et dans l'intime, quand on re-rentre dans l'appartement avec quelqu'un, on reste quand même sur cette forme de jeu. Mais c'est parce qu'on le fantasme quelque part, tu vois. Et c'est des trucs qui font qu'on appelle ça, par exemple, performer ou faire du jeu ou quoi que ce soit. Mais je ne le pense pas, c'est que c'est clairement un aspect lié à la construction sociale, tu vois. Je pense aussi qu'on nous a quand même éduqués là-dedans. Hein. Moi, en tout cas, en tant que petite fille, je me souviens qu'on me disait beaucoup... rigole pas trop fort. Il y avait un truc où on me demandait quand même de jouer un jeu. Moi, j'étais très sensible, très jeune. On m'a tout de suite dit que ça posait problème, qu'il ne fallait pas trop le montrer. Oui, et même mon expérience personnelle, même si j'ai eu une éducation de genre masculin, mais j'étais pas assez. J'étais jamais assez. Donc, on utilisait des termes pour pouvoir me faire des choses. On m'obligeait à faire des choses. Ouais. On m'envoyait au rugby, on m'envoyait à l'athlétisme. On essayait de me redresser. Tu vois, c'est des termes qui sont... de te rentrer dans une case. Voilà, on essaie de me viriliser. Genre, t'es pas assez viril, il faut que machin ou quoi que ce soit. Et en fait, c'était des luttes qui étaient imprenantes. Et en même temps, aujourd'hui, j'en avais une certaine haine, mais je comprends. Parce que pour les personnes qui étaient décisionnaires pour moi, c'est-à-dire les adultes, il y avait un truc de... ça va être une personne anormale que de la laisser s'enfermer dans des caractéristiques qui sont, en fait, tout simplement marginales. Donc, du coup, dans cette expérience de l'intime-là, effectivement, ce qui se passe, c'est que... Alors, moi, j'ai un surnom, c'est The Traumatized Bombshell. Voilà. Souvent, mes posts Instagram, je les signe avec ça. Il y a carrément un article qui est sorti sur ça dans Mix Magazine. Je suis fan. Et comment, en fait... L'appréhension de cette question d'identité et même de ces questions qui ont un attrait avec la sexualité, elles ont construit la personne que je suis aujourd'hui. Bien sûr que mes traumatismes me définissent quelque part. Bien sûr. Pour autant, je ne vis pas dans mes traumatismes. La vie continue autour de moi. Je ne peux pas, m'enfermer dans ceci. Je dois travailler sur cela pour pouvoir machin. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir, de comprendre pourquoi on les a. Et justement, une fois qu'on a compris pourquoi on les a, on peut les évacuer. Ou alors, justement, on peut apprendre à vivre avec si on n'arrive pas à les évacuer. Donc, ce fameux sentiment d'abandon. Ah, enfin. Elle a pris plein de détours, des virages. Oui, mais c'est parce que c'est important, elle ne veut pas y venir. Si. C'est juste que, en fait, le sentiment d'abandon, par exemple, il est venu cet été.
Ouais. Cet été, je suis partie en Turquie me faire opérer. Mhm. Et pour pouvoir faire une féminisation corporelle, je vous laisserai chercher ce que ça veut dire sur Internet. Et quand je suis revenue de cette intervention, j'ai jamais eu aussi mal. De toutes mes interventions, c'est celle qui m'a fait vraiment la plus mal. À tel point que carrément, les meufs cis qui allaient faire cette intervention, elles étaient même mon accouchement, ça m'a pas fait aussi mal. Enfin bref, honnêtement, il y avait un truc de vraiment très douloureux. Ouais. Et l'expérience que j'en ai eue, elle est toujours très expérimentale. C'est-à-dire que je fais cette opération comme quand j'avais fait ma poitrine pour pouvoir donner un go à d'autres personnes trans pour se dire, bon, ben voilà, cette opération, elle se passe comme ça. Vous pouvez y aller maintenant parce qu'on a une certaine peur aussi, bien sûr, pour communautairement parlant, de faire certaines interventions. On les fait pas parce qu'on a l'impression que c'est pas assez réglo, machin et tout. Celle-là, elle était pas très réglo. Du coup, même si elle est foncièrement une réussite, je ne vais pas m'en plaindre. La dose de douleur, la dose de comment ça modifie tes sensations et ton appréhension de toi, elle est énorme. Ouais. Donc, j'ai eu cette phase très acariâtre, aigrie, du suite de cette opération, de me dire, mais désolée d'être aussi vulgaire, mais putain de merde, j'ai tellement souffert pour être qui je suis, et à aucun moment, il n'y a personne qui a de la considération pour ça. Et en même temps... La considération. Alors du coup, quand tu dis personne, c'est personne d'un point de vue sentimental qui considère à quel point tous tu souffres pour avoir... Personne, à part une personne victime. trans qui est passée par le même délirium. C'est-à-dire que la reconnaissance de cette intervention, elle est de l'ordre vraiment intrinsèque. Et en fait, ce qui se passe, c'est que foncièrement, les gens, ils voient que le résultat. Et en fait, dans ce truc-là, il y a un fait qu'on a toujours l'impression d'être un plat servi. C'est-à-dire que les gens, ils vont se servir. Ça me parle énormément ce que tu dis. Tu vois, ça me parle énormément. J'ai l'impression d'être un super rôti de bœuf servi sur la table. Par contre, personne a vu combien d'heures ça a été cuit, combien de temps ça a été mis en place pour pouvoir arriver sur ta table. Et les gens sont avec les pieds sous la table, ils disent « mais je mérite ». Mais tu ne mérites rien du tout. C'est très drôle ce que tu dis parce que c'est quelque chose... Alors moi, de toute façon, on a tous des épreuves dans la vie, hein, mais ceux qui me connaissent sur les réseaux sociaux, j'ai quand même traversé beaucoup de choses très dures. Et pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui et en étant la femme que je suis aujourd'hui, c'est un petit miracle. Ça aurait pu vraiment... Exactement. Ça aurait vraiment pu vriller. Est-ce que c'est pas les meufs les plus traumatisées qui s'expriment sur les réseaux sociaux, Maddy ? J'ai l'impression que c'est... Ben voilà. Et c'est vrai que souvent, et en plus il y a beaucoup ce truc-là par rapport à l'amour, etc. Oui, mais est-ce que tu travailles sur toi ? Est-ce que tu vois un psy ? Je fais tout. Je fais tout, donc lâchez-moi la grappe. À un moment, est-ce que les personnes en face que je rencontre, eux, travaillent sur eux et font le travail qu'il faut pour être un joli petit rôti sur un plateau ? Voilà. Et moi, en effet, j'ai souvent l'impression d'arriver et d'avoir travaillé sur moi, d'avoir souffert pour être la personne que je suis aujourd'hui. Et en effet, j'ai un côté un peu acariâtre, comme tu dis, de me dire genre, ça, il n'y a même pas de considération pour tout ce que j'ai traversé. Ouais. Et c'est vrai. C'est vrai que et des fois, j'ai envie de balancer aux gens, de dire, bah voilà ce qui m'est arrivé, ce que j'ai traversé, ça, et regardez la femme que je suis, et arrêter de considérer que genre juste, c'est normal. Non, c'est pas normal. Genre, ayez un peu de considération pour tout ce qu'il y a eu avant. Et c'est vrai. Il y a cette considération, et en même temps, il faut se rendre compte que dans ces groupes qu'on va appeler tout simplement le féminisme, il y a une prise de conscience on réalise pas parce qu'on traîne beaucoup trop entre nous. On est dans un entre-soi presque tribaliste où on se rend compte qu'en fait, quand on sort de nos groupes à l'extérieur, mais le monde, il avance pas aussi vite qu'on le veut par rapport aux connaissances qu'on est en train d'acquérir. Et d'autre part, il y a les mêmes dynamiques de groupe qui se passent dans le camp opposé, parce qu'en fait, vraiment, on a l'impression que c'est vraiment le groupe femme, donc la classe femme et la classe homme. Je ne dis pas que, bien sûr, il n'y a pas un niveau d'oppression qui s'opère sur l'un ou sur l'autre, mais la compréhension pour qu'elle puisse
trouver un agencement, elle doit être faite des deux côtés. Sauf que l'appréhension des corporalités masques et des corporalités femmes, elle se fait chacun de leur côté. L'expérience, et puis on le voit sur les applications de dating, les hommes vont dire « Ouais, j'ai l'impression de passer un entretien d'embauche ». Bah oui, tu passes un entretien d'embauche parce que les femmes, elles attendent dans l'hétérosexualité de la consistance. Mais alors ça me fait penser à Zaya, dans le dernier épisode du podcast de Shera, qui disait « Les femmes, on est en casting permanent ». Oui, c'est ça. Peu importe ce que l'on fait, en tout cas dans le cadre de la relation amoureuse, et finalement pas que dans le cadre de la relation amoureuse, dans la société, on est en casting permanent pour les hommes. Est-ce qu'on est assez mince? Est-ce qu'on est assez belle? Est-ce qu'on est assez gaulée? Est-ce qu'on est assez intelligente? Est-ce qu'on n'est pas trop intelligente non plus? C'est un casting qui ne s'arrête jamais. Et c'est là aussi, du coup, que je rebondis, c'est que cet aspect casting, c'est parce qu'en fait, du bord des hommes, c'est qu'on leur a toujours donné. Et du jour au lendemain, on leur donne plus, ils se disent, on m'enlève quelque chose. Ouais. Mais eux, ils l'analysent pas comme un privilège. Ils l'analysent comme vraiment une rébellion. Ouais. Sauf que, du coup, ça crée vraiment des groupes. Ça crée bien sûr une partie des groupes de ces hommes-là qui essaient de comprendre pourquoi ça se passe de cette dynamique, machin et tout. Ouais. Ils sont quand même encore peu, mais il y en a, tu vois. Bien sûr. Et de l'autre côté, on a cette team de Alex et Chen, où en fait, mais c'est ça, enfin, tu vois, par exemple, moi je trouve que le bon compromis dans ces hommes-là, c'est par exemple des Adé Laurent. Alors, il y a un truc ultra cringe. C'est vrai. Oui, il y a il est hyper innocent, hyper con dans la manière... Mais c'est pas ça, c'est qu'il nous fait croire qu'il est con, mais il a déjà compris. Mais ouais, c'est vrai. Tu vois ? Mais attends, là, on ne va pas y arriver, Claude. Mais si on y arrive, justement. On ne va pas y arriver. Claude Emmanuel ne veut pas parler d'elle. Mais si, je parle de moi, là. On veut la Claude Emmanuel avec son petit cœur papillonnant. Est-ce que tu fais partie de la team des célibataires heureuse ou malheureuse ? Ça dépend. Alors bien sûr, il y a ce truc toujours où, en fait, c'est toujours d'être un peu seul, tu vois. Genre, mais avec tout ce qui tombe sur la vie, de se dire, bon, ben, je suis quand même indépendante, mais on a toujours l'impression de ne pas être assez indépendante. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'on est toujours un peu dans un entre-deux froid-chaud, où on se dit, ben, c'est bien, mais en fait, c'est pas assez bien pour être en sécurité. Et on a l'impression que cette sécurité, elle va arriver de quelqu'un d'autre. D'où ce sentiment d'abandon, de solitude et compagnie, qu'il faut apprendre finalement à chérir. Et donc après cette intervention du mois de juillet, j'ai eu un profond sentiment d'abandon en me disant « j'ai aucune aide ». Je me sens pas entourée, je me sens pas aidée. Bien sûr que je suis entourée par mes plus proches, par ma famille choisie, machin et tout. Mais dans le cadre de l'intimité, je ne suis pas satisfaite. Pas que ça me rende malheureuse, mais clairement, il y a une idée de manque qui vient et qui, en fait, vient apposer aussi beaucoup de standards. C'est pas des standards vraiment qu'on a envie de respecter ou qu'on a envie de vraiment d'affilier ou voilà. C'est juste que c'est ces règles-là qu'on cherche en priorité parce qu'en fait, c'est la situation qui nous convient à nous, personnellement. Sauf que dans ce truc de dating game, c'est toujours un rapport de communication. Il faut baisser sa culotte pour que la personne en face, elle puisse éventuellement la baisser. Sauf que ce qu'on comprend pas dans ces rapports-là, c'est qu'en fait, la personne en face, elle va peut-être pas baisser sa culotte. Si tu la baisses, c'est à perte. Et la personne en face, quand elle baisse sa culotte, c'est aussi à perte, même si tu lui as donné avant. Et c'est toujours comme ça, c'est qui va la descendre la plus basse, en fait, sa culotte, tu vois ? Putain, moi je peux vous dire, elle est en haut, mais juste en haut, jusque sous les bras, elle descend pas la culotte. Et c'est normal parce qu'à un moment donné, on est fatigué. Il y a une fatigue de la pédagogie, il y a une fatigue de devoir informer, de devoir rechercher, de devoir crier, de devoir machin. Et du coup aussi, on est un peu catalogué vis-à-vis de ça. Et là, ce que j'ai compris, c'est que il y avait des angles à avoir. C'est-à-dire que, voilà, tu peux créer des protocoles. Mais c'est des protocoles où, psychologiquement, il faut être un peu délulu aussi pour pouvoir les absorber. Donc, forcément, genre, par exemple, sur cette application qui est Hinge, j'ai eu l'occasion de dater quelques hommes. Alors, ça n'a jamais été très concluant parce qu'en fait, quand tu te retrouves face à eux, c'est soit très primitif dans leurs envies, soit au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'il y a trop d'efforts à fournir. Ouais. Toi, tu rencontres des hommes principalement sur les applications de rencontres ou dans la vraie vie aussi ? Alors, sur les applications de rencontres, on discute, mais c'est quand même difficile d'obtenir quelque chose dans le cadre de l'espace
neutre. Tu vois, j'aime pas inviter des personnes chez moi. Ok. J'aime pas... je préfère aller chez les personnes, par exemple. Ouais. Et le mieux, c'est quand même... c'est pas parce que c'est genre le restaurant, tu vois, mais le mieux, c'est quand même de pouvoir échanger autour d'une activité qui réjouisse quand même si Je suis d'accord avec la toi, discussion avec la personne ne peut être pas forcément bien. Ouais. Mais faire une activité qui réjouit, c'est quand même pas mal. Donc, un musée, un restaurant, un truc, une activité qui puisse quand même te donner l'impression de ne pas avoir perdu ton temps, c'est important de pouvoir l'affilier, Ouais, tu je vois. suis d'accord avec toi. Mais c'est toujours sur une même dynamique. Quand c'est dans le cadre de l'hétérosexualité, moi, je n'ai aucune déception dans le sens où je sais d'où les déceptions vont venir. Et je suis déjà déçue du moment où je relationne. Peu importe la situation avec lequel homme, ça c'est la côté misandrie. Mais alors, ça c'est hyper dur quand même de se dire, on cherche l'amour en étant déçu par avance. Moi, je sais que par exemple, je ne date plus parce que je suis déçue par avance. J'ai terriblement envie de baiser en ce moment, mais je ne baise pas parce que je suis déçue par avance. Je sais que ça va être une baise médiocre dans tous les cas, vu que ça sera pas un homme qui va m'aimer. Mais il faut retourner les stigmates, ma douce. Alors, par vas-y, exemple, dis-moi. ce qui peut se passer dans un cadre, alors là, je te parle sur d'autres moments de mon existence où j'avais un esprit de dating qui était différent. Je voulais juste assouvir des désirs qui avaient un attrait sexuel. Ouais. Je sais très bien que si je match avec des hommes hétéros et cis, ils vont tout de suite percevoir l'aspect fétichisant et l'aspect objectifiant, mais il faut savoir leur retourner le truc. C'est-à-dire que quand ils commençaient à discuter, je dis « Non, on va pas discuter en fait, je t'explique. Moi, je cherche, premier point, un homme capable pour pouvoir me donner des orgasmes. Donc, je veux savoir si tu es capable de pouvoir me donner mais ça. Ils pensent tous l'être. Tu demandes des informations en plus, même si elles sont cringe. Est-ce que tu as une bite qui est comme ça Et puis, c'est pareil, genre... Enfin, moi, je demande, en fait, tu vois. Alors là, je peux pas te rejoindre là-dessus. En fait, moi, je trouve que c'est hyper important de demander clairement ce qu'on veut, ce qu'on attend. Je t'explique, mais j'ai pas fini. Ah. C'est dans le sens où, en fait, toutes ces règles-là, Ouais. quand elles vont être amenées, c'est que tu vas retourner le stigmate. Je viens chercher me faire baiser, mais je ne veux que tu aies aucun pouvoir sur moi. C'est-à-dire que si tu donnes des règles et que la personne respecte les règles, je viens chez toi, tu fais à manger, on discute ni de sujets politiques, ni de sujets miso, ni de sujets, comment on appelle ça, misandres. On ne discute pas de l'actualité, machin et tout. On regarde une série, on échange que sur des choses qui sont de l'ordre de la futilité. Si on baise, on baise. C'est assez terrible, mais ça marche. Mais ouais, mais en fait, moi, l'idée que ça ne donne rien me saoule d'avance. Et je sais que vraiment, je n'y crois plus du tout au fait de rencontrer quelqu'un. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a toujours ce truc de baisser sa culotte et c'est à perte tout le temps. Oh, ouais. Ces relations-là, elles sont à perte. Si tu perds pas, ben en fait, t'as pas beaucoup d'espoir que la personne en face, elle te montre aussi qu'elle perd pour toi. Mais repartons Oui. sur toi. Oui. Vous allez entendre pendant tout cet épisode, Oui, c'est un mais épisode moi, très différent. Mais moi, j'ai l'impression de parler de moi en parlant de tout ça. Parce que c'est le cheminement qui m'a amené à ce truc-là. Tu parles de toi, mais Mhm. avec beaucoup d'extérieur et en amenant beaucoup de politique et d'intelligence, parce que t'es une meuf brillante, etc. Mais je sens quand même que t'as une difficulté à te livrer réellement. Regarde, t'as Mais j'ai ton pas- petit sourire de... Non, c'est pas que j'arrive pas à me livrer directement, mais je suis pas régie uniquement par mes émotions. Mes émotions, je les analyse tout le temps. Enfin, Ouais. comme je te l'ai dit, ce truc de traumatized bombshell, c'est pourquoi j'ai cette émotion, j'essaie de comprendre pourquoi, Ouais. tu vois. Donc, ce truc clairement d'abandon, il s'est réglé de quelle manière ? Il s'est réglé de la manière de la fameuse baissage de culotte. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai plutôt une vision de l'amour. Je me dis, si je rencontre quelqu'un, je veux que ce soit simple. Je veux qu'il n'y ait pas de questions, je veux qu'il n'y ait pas de doute. Je ne suis plus prête à... Psychologiquement, je ne le peux plus et je pense que je ferme beaucoup de portes. Exactement. Et que peut-être aussi, moi, j'arrive avec un truc très violent, très fermé, parce que j'ai extrêmement peur de souffrir. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut tolérer en termes de souffrance dans le début d'une relation ? Pour toi, qu'est-ce qui te semble normal en termes de souffrance ? Et qu'est-ce qui est une alerte en termes de... Non, là, par contre, c'est juste malsain et il y a un problème. Je pense que dans tous les cas, il faut accepter le fait qu'on va souffrir et le fait qu'il y a des situations qui vont être inconfortables, que quand on est mal appréhendé par quelqu'un, le mieux c'est de toujours faire de la pédagogie, même si c'est très faible, très fatigué,
que c'est épuisant, même si ça crée un peu moins de désir, le principe, c'est de toujours se dire que tu investis à vide. L'investissement, il reviendra si la personne en face, elle décide de faire un investissement à son tour. Et c'est horrible d'en parler d'un point de vue un peu capitaliste ou impérialiste, parce qu'en fait, c'est comme ça que se construisent aujourd'hui les relations, surtout dans l'exclusivité, tu vois. Donc, C'est dingue parce que t'es tellement pragmatique mais dans ta... je me sens pas pragmatique. Si, moi je trouve que c'est... Enfin, en fait, c'est déroutant parce que le pragmatisme que t'as, je pense que c'est un pragmatisme que j'ai. Et que souvent, quand j'en parle avec mes copines qui n'ont pas ce pragmatisme sur la vie amoureuse et sur la rencontre amoureuse, souvent elles me disent « Leslie, t'es trop réfléchie. T'es trop... Mais t'as trop de recul là-dessus et t'es trop réfléchie. » Et c'est la première fois que je rencontre quelqu'un... peut-être qu'il y a ce truc-là. Et en effet, en t'écoutant, je me dis oh, putain, c'est vrai que c'est mathématique de fou. Oui, mais c'est ça, c'est qu'il faut accepter le truc de la mathématique de fou. Quand un mec sur une appli de rencontre, il dit « Ouais, moi, je suis très second degré, machin », non, il veut juste une meuf qui rigole qu'à ses blagues. Tu vois ? Mais en même temps, il comprend pas pourquoi il a envie que d'une meuf qui rigole qu'à ses blagues. C'est parce qu'en fait, il a un sentiment d'infériorité et qu'il a besoin qu'on le cloute un peu, tu vois. Et que pour lui, c'est un green flag qu'une meuf rigole à ses blagues. Alors que si toi, t'arrives et que tu lui racontes une blague un peu misandre, mais qui finit par y rigoler, en faisant par derrière une blague un peu miso, parce qu'en fait, on a de la misogynie qui est intégrée à nous, le gars, il va se dire, finalement, on peut peut-être rigoler de sujets qui sont tendancieux et en même temps que ça ne devienne pas que des red flags, tu vois. En fait, ce que j'aime bien, c'est faire des fautes et que chacun fasse des fautes de son côté, mais qui, en même temps, ne prend aucun filtre. Genre, d'accord, t'es un gros mascu, tu penses pas peut-être ça, machin et tout. Moi, je suis une grande misandre, machin, d'accord, parcours de transition et tout, mais on peut peut-être trouver un terrain d'entente. Communiquons sur ce terrain d'entente. Qu'est-ce qui te fait rire dans les trucs que moi je déclare et qu'est-ce que toi, dans des trucs que tu déclares, me fait rire à moi? Mais ça passe par plein de trucs. Ça passe par exemple à faire un compromis très binaire, très radical. Par exemple, vous voulez pas voir un film, vous voulez voir un film ensemble, mais en fait, les films que vous proposez, ça vous va pas. Allez voir les 2 films. Complètement. C'est vrai, très bel exemple. Et puis après, à la fin, putain, ton film, il était trop nul à yesh et tout. Non, mais t'as rien compris. En fait, mon film, il parle de ça et ça. Et le tien, il parle de quoi? Ouais, moi, le mien, peut-être qu'il parle pas de ça, machin et tout. Mais en fait, désolé, mais les costumes, ils étaient trop dark, machin et tout. Et ça, ce genre de communication, c'est un parallèle. Là où finalement, peut-être que plus tard, il y a un film qui va sortir et ça parlera des 2 trucs. Tu vois? Enfin, c'est pas se projeter, c'est un investissement à perte. Moi, j'appelle ça de cette manière-là. Mais maintenant... Quel compromis t'es prêt à faire? Pour trouver quelqu'un? Pour trouver quelqu'un. Parce qu'en face de toi, même si la personne, elle n'a pas fait le même travail mental que toi, tu vas devoir faire des compromis pour pouvoir t'affilier avec elle. Alors, quel compromis je suis prête à faire? Ha ha! D'habitude, c'est moi qui prends les invités au piège et aujourd'hui, c'est moi qui suis pris au piège. La thérapie, elle est pour moi aujourd'hui. Quel compromis je suis prête à faire? Pas beaucoup. Tu vois, pas beaucoup parce que j'ai de la valeur et que, tu vois, par exemple, le dernier garçon avec qui j'ai eu une vraie conversation où vraiment c'était intéressant. Le mec a 33 ans, il vient de se séparer, il vit chez ses parents, il a quitté son CDI pour ouvrir un bar alors qu'il n'a jamais travaillé dans le commerce et son projet de commerce n'en est qu'au début. C'est-à-dire que c'est vraiment juste au stade d'idée. Non, je suis désolée, j'ai pas le temps pour ça. Il me faut quelqu'un d'accompli, il me faut quelqu'un qui travaille non-stop comme moi, il me faut quelqu'un qui gagne bien sa vie comme moi, il me faut quelqu'un qui a lutté. Et ça, je peux pas faire de compromis là-dessus. Le problème, c'est que ici, à Paris, il n'y a pas beaucoup de gens qui luttent. Alors écoute, je sais pas, mais c'est marrant, j'ai une copine, Marie Debroer, si vous la connaissez sur Instagram, très très drôle comme meuf, qui regardait les mecs que j'avais matchés sur les applications et qui me dit « Mais meuf, tu matches que des gars qui ont l'air de petits bourges du 16. Qu'est-ce que tu veux trouver un mec qui lutte là-dedans ?» Et c'est ça qui est très déconcertant, c'est qu'à la fois, je match que des gars qui ont la tête de gars du 16, mais à la fois, je veux un mec qui vienne de la merde comme moi et qui ait lutté pour en arriver là où il en est. Sauf que ces mecs-là, je pense qu'ils cherchent pas non plus le même type de profil. Non. Ils cherchent moi, les mecs que j'ai rencontrés comme ça... On s'en fait une idée aussi. Et c'est les applications de rencontre. Faut pas oublier qu'il y a l'algorithme derrière. Plus tu matches
un type d'homme, plus on te montre C'est ce vrai. fameux type d'homme. Les gens qui sont là en train de dire ouais mais je comprends pas, on me propose que des profils avec que des photos des mecs qui font des trucs de voyage. Mais oui mais c'est parce qu'en fait t'es allé dans ce sens-là. C'est T'as vrai. pas essayé de donner la chance à des profils qui étaient moins informatifs. C'est un épisode qui est très différent, en effet beaucoup moins sur l'émotion et oui, c'est beaucoup plus dur d'extraire de toi quelque chose de l'intime, mais parce que aussi je comprends que Mais en fait, c'est pour toi, ça a l'impression de pas parler de l'intime, mais en fait, c'est Si, étrange si. parce qu'avec vraiment ma famille proche, on se parle que de cette manière-là. ah ouais, Oui. C'est marrant. Bien sûr qu'on va parler de trucs genre ah j'adore cette couleur de cheveux, je vais faire mes ongles machin et tout, mais à chaque fois il y a toujours une analyse qui est quand même un peu construite c'est derrière. marrant ça. Mais peut-être que c'est une sécurité aussi. C'est parce que je pense, ouais. il y a une prise de risque à chaque fois à dire quelque chose, surtout quand on est une personne publique. Mais Ouais. bizarrement, moi, ça me dérange pas que l'affect soit affilié à cette réflexion. Et pour ce truc de compromis, pour en revenir à ça, Ouais. je m'y retrouve. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que la première chose qui m'intéresse pas dans cette dynamique, c'est le couple, mais c'est d'analyser la personne d'un point de vue correspondance. Est-ce que je suis capable de faire un compromis sur sa façon de vivre ? Est-ce que cette personne est capable de faire un compromis sur ma façon de vivre ? Est-ce que je suis capable de faire un compromis, par exemple, sur, je sais pas, sa recherche de sexualité ? Est-ce que moi, je suis capable de ne pas correspondre à certaines attentes sexuelles ? Est-ce que y a des activités qu'on va faire que moi j'ai très envie de faire et que la personne n'a pas envie de faire ? Même des trucs très futiles, genre, est-ce qu'on mange les mêmes choses ? Mais c'est drôle parce que moi, ces compromis-là, j'ai l'impression de pas les faire avec mes amis. C'est-à-dire dans le sens où on n'a pas besoin de les faire. Oui, mais en fait, finalement, tu te rends pas compte, mais quand tu as rencontré tes amis, tu les as fait au fur et à mesure, ces compromis. Ah, Sauf oui. que il y avait pas l'aspect sexuel derrière. Bon, bien sûr, il y a des gens qui couchent avec leurs amis, mais moi, je ne le recommande pas. Je ne valide voilà, pas ça. moi Je non trouve pas plus. que ce soit bien, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. mais de son petit malgré guillemot. tout, il y a un truc qui débouche. Genre, par exemple, l'amitié peut déboucher du fait que on ne s'entend pas pour être en couple. Donc, du coup, on transforme ça en amitié. Mais il y a des amitiés qui font que parfois, ça se transforme aussi en couple. Parce qu'on s'entend hyper bien ensemble. Écoute, moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'espère que ça m'arrivera avec toi. J'ai hâte Ah, qu'on soit amoureuse. waouh. Alors, Mais non, mais alors écoute, moi, là, dernièrement, j'ai essayé de draguer un gars au travail qui me plaît énormément. Bon, bah, de toute évidence, je ne lui plais absolument pas, hein, parce que j'ai essayé d'envoyer. Enfin, on a tu lui as demandé ? Mais non, mais on a switché. Alors, tu vas me dire ce que tu en penses, mais on a switché sur WhatsApp pour une question pro. Je lui ai pas écrit en dehors des horaires de travail, etc. Je suis pas dans le harcèlement, tu vois. Et il m'a fait une petite blague, et je lui ai répondu en lui envoyant une photo de mon chien. Photo auquel il n'a jamais répondu. Bon, je me suis dit, bon, bah, il veut vraiment pas rentrer dans la sphère perso. Ça, je comprends ta façon de penser. Mais attends. Donc, toutes mes copines m'ont dit, non, mais tu peux pas t'arrêter là-dessus, ça se trouve, tu sais, voilà, et tout. Exactement. Dans la semaine, on s'est réécrit, je lui ai réécrit un message juste pour une question pro. Et il m'a répondu de manière hyper froide en me disant bah, Google Trad ou je sais pas quoi. Et je lui ai juste répondu bah ok, merci, bonne journée. Il n'a pas répondu. Je pense que le message est très clair. Je pense que quelqu'un au bureau, parce que moi j'en ai beaucoup parlé au bureau, je pense que quelqu'un au bureau a dû lui dire attention, la petite Leslie du 5e étage, elle a un petit crush sur toi et que lui, soit il est pas disponible, soit il est pas du tout intéressé. Et pourquoi pas juste directement lui demander ? Moi, c'est ce que je fais en fait. C'est écoute, il y a un truc qui me plaît chez toi. Et c'est là que c'est chiant. Parce que c'est ça, baisser sa culotte. Ouais, mais en fait. C'est ça, c'est. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir passé des années à baisser ma culotte. J'ai envie. Je comprends. Tu veux que je te dise, j'ai envie. Mais tu trouves autre chose ailleurs ? Ouais, mais j'ai envie. Là, déjà, pour moi, ça va être très dur de re-rencontrer quelqu'un, même si à un moment, il y a quelque chose qui se produit. Mais j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui prenne un peu les choses en main, là. Parce que là, tu vois, mine de rien, j'arrive comme toi, avec mon truc très assumé, etc. Est-ce mais que là, je peux dire quelque chose Non. Vas-y, finis ce que tu dis et je te donne une analyse sur ça. Et ça sera peut-être une bonne conclusion. J'ai besoin, là, de quelqu'un qui prenne un peu les rênes, parce que là, je ne suis plus capable de le faire. Je ne sais plus le faire. J'ai besoin de quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai envie de t'inviter à boire un verre un peu à l'ancienne. J'ai envie de ça. C'est pour ça que j'arrive plus à aller sur les apps de dating ni rien non plus, parce que je sens pas le truc où la personne me charme.
Putain, je vais me faire défoncer. Non, je comprends vraiment cette dynamique-là. Bien sûr que moi aussi, je la recherche. Mais il faut la replacer dans le contexte Ouais. vraiment... Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est un contexte d'époque, un contexte de relations, comment elles se construisent entre hommes et femmes, et aussi un contexte géopolitique des actualités par rapport à où on se situe aujourd'hui. Ouais. Cette notion-là, aujourd'hui, on se rend compte quoi ? Ben, en fait, les meufs, elles n'ont plus besoin de validation pour avoir un compte bancaire, pour avoir une carrière, pour pouvoir être tout simplement indépendantes. Et quand, généralement, elles sont indépendantes, elles sont smart. Et en plus d'être smart, ben, en fait, on se rend compte aussi parfois qu'elles sont jolies. Elles se mettent en valeur, tu vois ? De l'autre bord, qu'est-ce qui se passe ? Ben, en fait, quand on remplit toutes ces notions-là, quand on est de corporalité féminine, ben, en fait, ben, le seul truc qui nous manque à nos vies, c'est quoi ? Dans le cadre de l'hétérosexualité, c'est d'être en couple, de finir par avoir des enfants, machin et tout. La fameuse norme, les fameuses codes sociaux qui rentrent en jeu. Mais en fait, ces notions-là, tout ce que j'ai cité juste avant, ça, c'est des notions que dans les années 40, les femmes, elles n'avaient pas. Donc, aussi, comme elles n'avaient pas accès, comme elles vivaient sous le joug de lois liberticides, les femmes, elles acceptaient beaucoup de choses. Bien sûr. C'est-à-dire qu'elles faisaient des compromis. Elles faisaient que baisser la culotte pour être dans une situation de sauvegarde. Aujourd'hui, tu as tout. Tu es indépendant, tu fais des choses pour toi-même, machin et tout, en ayant en plus appris de la charge mentale des autres corporalités féminines des générations antérieures. Aujourd'hui, t'as l'autre bord. C'est les corporalités masculines. Eux, ils sont dépassés. Qu'est-ce qu'ils mettent sur la table quand la meuf, elle peut se payer tout ce qu'elle veut et qu'en plus, elle veut que tu lui repayes son repas ? Comment on fait ? Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, les meufs, maintenant, elles sont toutes géchards. Elles ont beau être super maquillées, pas maquillées, machin, elles sont géchards, en fait. En plus de ça, elles n'ont pas besoin d'aide. C'est-à-dire que les seules aides qu'elles ont, ben, en fait, c'est toujours pour la corporalité masque. En fait, ils se mettent dans une situation, ils se disent, bon, ben, en fait, elles n'ont pas besoin de nous, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se rétractent. Ils se rétractent comment ? En se disant, bon, ben, vu que cette charge-là, j'ai plus à la faire, ou alors que si je vais la faire, ben, je vais sûrement mal la faire, parce que ben, c'est toujours pareil, c'est que même quand ils ont un peu de discernement pour pouvoir choisir un lieu, machin, ben, c'est jamais bien. Alors, franchement, moi, j'ai aucun souvenir d'un gars récemment qui m'ait proposé un lieu ou quoi. Hein. À chaque fois, c'est moi qui suis obligée de dire... Enfin, en tout cas, les peu de gars, vraiment là, donc ça y est, là, on arrive sur les 5 mois, sur les... Ça fait 6 mois que j'ai pas baisé, donc 6 mois sans aucun date, rien. Donc ça, là, voilà, ça commence à faire long, mais les dernières dates que j'ai eues, les dernières conversations que j'ai eues, jamais le mec propose quoi que ce soit, jamais. C'est à moi de tout faire. Il ne propose rien parce que du coup, il y a cette notion de passer un entretien. Il faut... Et oui, mais à un moment, il faut quand même qu'ils donnent un peu d'eux. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression quand même qu'on nous demande toujours plus. Ils vont donner quelque chose, mais ils vont pas le donner si tout de suite, on cherche à fermer la porte. C'est de l'élimination. C'est montrer que tu as du pouvoir directement sur eux. Qu'en fait, s'ils font la moindre erreur, tu next. Et ils le savent qu'ils vont être nextés. Du coup, ils ne font pas d'efforts sur ce point de vue-là. Là où ils vont commencer à faire des efforts, c'est si, en fait, toi, tu lui expliques clairement que y a des efforts à fournir. Genre, mais tu l'expliques pas tout de suite. Pour l'instant, tu essaies de voir si tu t'entends bien avec la personne. Et c'est chiant parce qu'on nous a rentré dans la tête que il faut que politiquement ça soit carré, il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui fassent que ça soit carré. Mais en fait, l'entente, elle peut être bien plus en surface pour le moment. Créer un sentiment d'amitié avant d'essayer de créer un sentiment de dating. C'est vrai, ça. Ça, je te rejoins là-dessus, mais bon, pour avoir ça, et je pense que on le retrouve dans des groupes minoritaires. Ouais. Par exemple, chez les queers, l'esprit de rencontre, c'est des esprits d'amitié qui évoluent parfois en esprit de couple. Je vais te poser la question que je pose à tous mes invités en fin d'épisode. Qu'est-ce qu'on te souhaite sentimentalement parlant pour cette année ? J'ai une petite idée, mais je te la pose quand même. Alors, ce que je me souhaite et ce que je souhaite aussi aux autres personnes, c'est de briser un peu les codes, les barrières qu'on se met en permanence au-dessus de la tête pour pouvoir convenir ou espérer convenir à quelqu'un ou à quelque chose. Ça va être un peu bidon, mais être soi, ça passe autant par ce truc de société que par le truc de baisser sa culotte. Genre, se dévoiler, quitte à
peut-être éventuellement se dire qu'on va prendre un coup de bâton, nos trucs pour les féminicides et tout, mais un coup de bâton psychologique, c'est aussi apprendre quelque chose. Bien sûr qu'on a mal, que parfois, pendant un certain temps, il faut savoir se reposer et prendre du temps pour pouvoir, voilà. Mais ne pas percevoir l'aspect du compromis comme une chose qui est néfaste. Toujours essayer de garder à l'esprit qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'espoir et de la construction qui peut se mettre en place. Aujourd'hui, par exemple, avec l'actualité, on apprend que l'impérialisme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser et qu'on est obligé de subir. Mais demain, quand cette phase, elle va passer, on peut reconstruire sur des cendres. Même s'il y a eu des morts, même s'il y a eu beaucoup de choses. Dans les relations, c'est pareil. Il y a eu des morts, il y a eu des traumatismes, il y a eu de la violence. Est-ce que ça nous empêche d'être humains pour demain ? Non, continuons. Non. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Ça m'a un peu émue. C'est vrai, baby. C'est vrai que je me sens un peu comme un terrain de guerre. Et... C'est ça, on est un peu, en ce moment, on est un peu xénogenre. Ah oui, c'est très... champ de bataille. Et puis, ouais, là, c'est... Ouais. Ben, ce qu'on veut, c'est le cessez-le-feu. Ouais. Et si tu tends pas le drapeau en premier, c'est pas sûr qu'en face, on te le tende aussi. Ouais, bah là quand même, aux hommes à qui je pourrais plaire, je vous le dis, il va falloir tendre le drapeau et me draguer un peu, parce que moi je n'attends que ça, qu'on me drague, et ça va arriver. J'en ai besoin. Ça va arriver. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Uniquement sur Instagram, parce que je me chie de X, de TikTok, et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Puis il y a YouTube. Et YouTube, ouais, non, ça me fait trop peur. TikTok, moi j'ai hâte de t'y voir quand même. TikTok, j'ai hâte de t'y voir. Je pense pas que je ferai de trucs politiques sur TikTok, ça sera très lisse. Genre, petit outfit, petit truc. Ça me plairait. Voilà. J'ai pas dit que je voulais forcément te voir sur un truc politique, mais moi, si je te vois faire des petits looks sur TikTok, ça me rendrait déjà très heureuse. Allons-y. Donc, on peut te retrouver sur Instagram, @ClaudeEmmanuel, Claude.Emmanuel. Je vous mettrai le petit lien dans la bio. Merci beaucoup pour cet épisode. Mais Leslie, c'est moi qui te remercie. Et sache que peut-être que tu te sens dans une situation un peu de détresse aujourd'hui, mais tu donnes énormément de force à plein de corporalités féminines, dont moi. Quand je te vois évoluer, grâce à ce que tu as fait depuis le mois de septembre pour toi-même, je te jure que moi-même, je me dis, purée, je suis en train de faire un business plan pour moi-même pour l'année prochaine. Et c'est grâce à toi, parce que la façon dont tu t'en sors et comment tu t'investis dans tes choses, ça, c'est des trucs qui sont peut-être imperceptibles pour toi, mais qui donnent énormément de force pour d'autres meufs. Alors, on parlera pas des mecs. Non, sans blague, on parle pas des mecs ou quoi que ce soit, mais juste pour soi-même, dans, tu vois, cet amour que tu cherches, tu le renvoies déjà à beaucoup de meufs qui te ressemblent. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, trop d'amour. Merci les copains et les copines. N'hésitez pas à laisser une petite note sur Spotify, Apple Podcast ou sur YouTube. Pour ceux qui ne regardent pas la version filmée, il y a une version filmée. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, un très bon week-end, une très bonne semaine, peu importe le moment auquel vous écoutez cet épisode. Merci à tous et vive le féminisme. Bisous. Oui.